Bienvenue sur Fréquence Autisme. Aujourd'hui, une vidéo sur le ton de la rentrée scolaire avec 3 portraits coup de cœur Fréquence Autisme, des invités d'exception, la famille Run, handicap invisible, une maman très sportive, Myrta, avec ses enfants Diego et Emilio, une maman fantastique. C'est parti, c'est à toi Myrta. Bonjour, d'abord merci beaucoup à Fréquence Autisme de me donner la parole. Je me présente, je m'appelle Myrta, je suis maman des 2 enfants magnifiques. J'ai Diego, il a 8 ans, il a un trouble de l'attention avec hyperactivité, et Emilio, 11 ans, il est autiste Asperger. Concernant l'autisme d'Emilio, depuis tout petit, on savait qu'il était différent. On avait remarqué qu'il n'était pas comme les autres enfants. Mais jamais ça nous est venu à la tête le mot autisme parce que on connaissait pas ce type d'autisme. Pour nous, l'autisme, c'était vraiment les enfants qui arrivent pas à communiquer, les enfants qui peuvent avoir des crises violentes. Voilà, c'est le cliché, comme on dit, de l'autisme. Et donc voilà, on ne savait pas du tout que ça pouvait exister, ce type d'autisme. Et du coup, on pensait simplement que notre enfant, il était différent, c'est un enfant à part, voilà. Jusqu'à l'âge de 8 ans, ça n'a jamais posé de problème parce que voilà, c'est un enfant très calme. On le décrivait plutôt comme un pantin. Là où on le mettait, il restait là. On lui demandait de faire ça, il allait le faire. Très calme, toujours dans sa bulle, tout le temps seul, à l'écart. Il préférait rester avec les adultes et il jouait pas avec les enfants de son âge. Il avait des centres d'intérêt très particuliers. Et voilà, nous, on pensait, voilà, il est comme ça, il est différent. Voilà. Sauf que à l'âge de 8 ans, presque 9 ans, en grandissant, la différence, elle commence à se creuser par rapport à ses autres camarades et il commence à subir de l'harcèlement scolaire. Et cet harcèlement l'a poussé à avoir des idées suicidaires. Et c'est là que nous allons voir un autre médecin et c'est lui qui va nous parler pour une première fois de l'autisme. Et là, on se regarde comme ça et on se dit non, mais notre enfant, il est pas autiste, c'est pas ça l'autisme. Donc, suite à ça, nous avons entamé toutes les démarches, tous les examens, tous les bilans. Et effectivement, voilà, le diagnostic est tombé. Emilio, il est autiste sans déficience, autiste type Asperger. Bon, je sais qu'aujourd'hui, ça ne se dit plus, mais c'est comme ça que ça nous a été expliqué. Une fois que le diagnostic est posé, on comprend beaucoup mieux les choses. On commence à avoir des réponses à nos questions. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Et ça nous a permis de mieux le comprendre et de mieux l'accompagner. Évidemment, la scolarité, ça reste quand même très compliqué pour lui. Pas au niveau d'apprentissage, mais plutôt au niveau de la sociabilisation entre camarades. Il a beaucoup de mal à décoder les codes sociaux. Et il a du mal à comprendre parfois certaines conversations qu'on utilise, les phrases à double sens, des choses comme ça, c'est trop compliqué. Et le fait qu'il ait des centres d'intérêt très restreints, ça ne lui laisse pas la possibilité de s'ouvrir trop aux autres. Mais là, aujourd'hui, on a mis en place un accompagnement. Il est suivi par sa psychologue, pédopsychiatre, etc. Il est aussi sur liste d'attente au CESAD pour faire des groupes d'habilité sociale. C'est quelque chose qui pourrait l'apporter beaucoup de choses. Mais pour l'instant, il est sur liste d'attente, donc on verra la suite bientôt, parce que c'est bientôt la rentrée pour Emilio. Il passe en 6e.
Donc la rentrée, ça va être quelque chose très important pour lui et pour nous aussi en tant que parents, parce que c'est vrai qu'on est quand même un petit peu inquiet, parce que c'est un cap différent. Voilà, c'est plus un petit garçon, ça va devenir un pré-ado. Et le collège, c'est une étape très difficile. Voilà. Il se peut que ça soit difficile. Donc, on espère que cette rentrée prochaine, elle va bien se passer. Dans tous les cas, on a mis en place tout ce qu'il faut. On l'accompagne et on essaie de sensibiliser au maximum les enseignants, les enfants, en espérant que ça se passe bien. Bonjour, je m'appelle Diego. Ma maman va vous dire que c'est le TDAH. Voilà, c'était mon petit Diego. Diego, il est TDAH, c'est-à-dire il a un trouble de déficit de l'attention. Comment on s'est aperçu de son trouble? En fait, Diego, depuis qu'il est tout bébé, il a tout fait en décalage par rapport aux autres. Il était très en retard. Quand il était chez la nounou m'expliquait, il faisait pas d'activité manuelle, il répétait pas les chansons qu'elle apprenait au reste des enfants. Diego, il a marché très tard. Diego, jusqu'à l'âge de 3 ans, il parlait très très mal. Il fallait vraiment se concentrer pour comprendre ce qu'il voulait parce qu'il avait un gros retard de langage. Et après, à la rentrée de la petite section, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte vraiment de retard d'apprentissage de Diego, son retard psychomoteur aussi. C'est un enfant qui trébuchait tout le temps, qui tombait, très maladroit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Suite à ça, à la visite médicale, ils nous ont sonné l'alerte et une chose s'enchaînait après l'autre. Du coup, on a monté un dossier au CRTLA, au Centre de ressources des troubles de l'apprentissage. Ça a été très long, comme d'habitude. Voilà, c'était très long. Et ensuite, on a eu finalement le rendez-vous avec un neuropédiatre. Et suite aux examens, voilà, Diego, il a été diagnostiqué TDAH. Donc, il y a deux sortes de TDA. C'est le TDA sans hyperactivité ou le TDAH avec hyperactivité. Donc, Diego, voilà, c'est un enfant qui bouge tout le temps, qui a des gros soucis pour la concentration. Aujourd'hui, il prend un médicament. Nous avons mis beaucoup de temps à accepter la médicamentation. On était vraiment contre ça, mais il était vraiment en échec scolaire, vraiment. Du coup, à l'âge de 6 ans, il va avoir bientôt 9 ans aujourd'hui, à l'âge de 6 ans, on a commencé le traitement et aujourd'hui, on ne regrette rien. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de parents comme nous qui sont contre ces médicaments, mais soyez vraiment rassurés, le médicament pour aider les enfants qui souffrent du TDAH, c'est pas un médicament, ce n'est pas une drogue, parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est voilà, je vais droguer mon enfant, alors que pas du tout. Le médicament, par exemple, dans notre cas, pour Diego, c'est le Qasim. C'est une molécule que son cerveau, il produit pas. En fait, on va pas le droguer, on va simplement donner cette substance que son cerveau il n'arrive pas à produire et c'est pour ça qu'il a du mal à se concentrer. Et grâce à mes enfants, aujourd'hui, je fais un métier qui me passionne. C'est grâce à eux que je suis devenue AVSH, ou anciennement appelée AVS, c'est accompagnante des enfants en situation de handicap. Depuis toujours, j'ai travaillé avec les enfants, avant j'étais animatrice et quand les diagnostics sont tombés, quand on s'est rendu compte que Diego il avait un TDAH et qu'Emilio il était autiste, j'ai voulu changer de métier déjà pour avoir plus de temps pour mes enfants, mais aussi un métier qui puisse m'apporter des choses utiles dans ma vie de maman, surtout dans la vie de maman avec des enfants aussi en situation de handicap. Et c'est vrai que le fait de devenir AVSH, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris sur la façon dans laquelle je pouvais accompagner et aider mes enfants à moi. Voilà, donc j'ai une casquette d'AVSH
toute la journée au travail et quand je rentre à la maison, ces casquettes, elles restent là et ensuite il vient la casquette des mamans et on continue le métier des mamans AESH. C'est quelque chose très enrichissant pour moi. Ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul face aux handicaps de mes enfants. Et ça m'a permis aussi d'avoir plus de patience face à leurs difficultés ou face à certaines situations qui peuvent arriver et qu'on se dit, voilà, ils ne font pas exprès et comment je dois réagir, comment je peux faire pour que ça se passe au mieux. Voilà. Merci encore Fréquence Autisme de m'avoir laissé la parole et je vous embrasse. À bientôt. On retrouve Johanna. Qui est Johanna? Johanna est une personne TSA avec un diagnostic tardif et elle a sa chaîne YouTube Johanna en pyjama. Je vous invite à vous abonner, elle est formidable. Allez, c'est à toi Johanna. Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 39 ans et je suis honorée de faire partie des portraits de Dalila pour cette rentrée. J'ai découvert Dalila et la chaîne Fréquence Autisme par hasard sur YouTube et j'ai trouvé que sa pédagogie était vraiment pleine de générosité, de créativité, d'inventivité, d'intelligence et d'amour. Et moi j'ai été tout de suite séduite, donc voilà, je suis très contente qu'elle me donne la parole aujourd'hui. Moi je suis née dans un petit village, un tout petit village au centre de la France. Lorsque j'étais petite, j'étais souvent toute seule dans la cour de maternelle. J'étais très crédule aussi, c'est-à-dire que j'avais une camarade qui m'avait dit que sa grand-mère était enterrée dans la cour et que du coup il fallait faire des petits rituels et la maîtresse avait convoqué ma mère et m'avait dit qu'il ne fallait pas que je croie ce que les autres enfants me disaient. Quand j'étais en primaire, j'alternais entre des moments où je pouvais jouer avec les autres et des moments où je n'arrivais pas en fait à comprendre leur jeu ou alors je voulais faire vraiment les miens. Je voulais toujours faire le même jeu. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait La Nuit des Héros et je voulais toujours jouer à ça en fait. Quand on est arrivé au collège, les différences se sont un peu accentuées. Je sentais que j'étais différente mais j'arrivais pas du tout à savoir pourquoi. J'ai fait plein d'hypothèses. À un moment, il y a eu Jean-Luc Delarue qui avait fait un documentaire, un Ça se discute sur le HPI. Et mes parents m'ont un peu reconnue dedans parce que de l'extérieur, en fait, quand on est autiste, on peut avoir des propos qui paraissent un peu pompeux, un peu précieux, donc ça peut faire penser au HPI. Et donc j'ai été passer un test et il s'avérait que j'étais à la marge du HPI, mais c'était pas ça. Enfin, en plus, j'avais 12 ans à l'époque et je pensais que cette première aide d'un psychologue pourrait m'aider à comprendre. Moi, surtout, je voulais savoir pourquoi est-ce que j'avais pas d'amis, quoi. Pourquoi est-ce que ça marchait pas, pourquoi j'arrivais pas à être dans un groupe, pourquoi j'avais toute cette souffrance, parce que moi, à partir de la 6e, j'ai commencé à avoir des espèces de malaise. Il s'avère aujourd'hui que les crises que j'avais à cette époque-là sont donc des crises non épileptiques psychogènes, qui font partie des troubles neurofonctionnels, qui sont une co-occurrence, donc une comorbidité aussi de l'autisme. C'est-à-dire que dans toutes les crises autistiques qu'on trouve, les crises non épileptiques psychogènes peuvent en faire partie. Donc à cette époque-là, je faisais énormément de crises, mais personne ne savait pourquoi. Et j'ai quand même traversé le collège comme ça. Et lorsque je suis entrée au lycée, par contre, là, on est monté d'un cran dans la difficulté parce que j'avais toujours été jusque-là avec les enfants de mon village. C'est-à-dire, c'était des enfants qui me connaissaient depuis la maternelle. Ils connaissaient en fait mes bizarreries et il y avait une espèce de bienveillance de petit groupe. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu acceptée comme la bizarre de service, mais de notre service, voilà, de notre village. Donc bon, on la connaît, on sait qu'elle n'est pas méchante. Quand je suis arrivée au lycée, là du coup c'était une plus grande ville.
Je connaissais pas grand monde dans la classe et dès le premier jour, en fait, je me suis disputée avec une jeune fille en cours de physique. En fait, j'arrivais pas à trouver la solution au problème et quand j'ai levé la main pour essayer de dire ce que c'était, cette jeune fille m'a dit « Ah, mais n'importe quoi » et moi je me suis énervée un peu fort parce que je me disais que c'était pas bienveillant et j'étais en colère contre elle. Et je sais pas pourquoi, mais la professeure a pris la défense de l'autre jeune fille. Je pense que par ma façon d'être et de parler, je pouvais susciter ça aussi chez les enseignants, c'est-à-dire je pouvais susciter de l'agacement. Avec le recul, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas si c'est pour ça, mais cette jeune fille, galvanisée par le soutien qu'elle avait eu de la prof, a dit « Eh ben elle, je vais la faire chier tout le long ». Et elle a tenu sa promesse, elle avait un petit groupe et donc le harcèlement à proprement parler a commencé. Donc c'était des moqueries dès que j'ouvrais la bouche, c'était des insultes pendant les cours de sport, c'était... Voilà, je ne pouvais pas ouvrir la bouche sans qu'il y ait derrière toute une cohorte. Et les adultes de l'époque ont été assez inefficaces. Et à l'époque, on parlait de gaminerie entre filles. Donc le directeur n'a rien voulu faire. Et donc en désespoir de cause, parce que moi je rentrais le soir à 18h. Et en fait, je me mettais dans mon lit et je voulais plus en sortir. Je voulais dormir en fait. Je voulais dormir pour plus penser, pour plus... J'avais la boule au ventre, enfin j'étais pas bien. Donc mes parents m'ont changé de lycée à cette époque-là. Et comme j'avais eu conscience de ce qui avait déclenché le harcèlement, je savais, voilà, cette différence, elle était là. Il n'y avait pas de nom qui était dessus. C'était pas le HPI, c'était pas... Enfin voilà, ça devait être quelque chose, mais quoi, on ne savait pas. Mais je savais que c'était ma façon de m'exprimer. Donc dans ce nouveau lycée, j'ai décidé... Alors, c'était un peu inconscient, mais en même temps, je l'ai écrit parce que j'écris un journal intime depuis que j'ai 12 ans. J'ai écrit que dans ce nouveau lycée, j'allais recommencer à zéro et que j'allais me donner des règles très fixes. Donc, par exemple, en cours, je m'interdisais de lever la main plus de 2 fois par cours parce que je voulais pas me faire repérer. Dans ce nouveau lycée, comme il était loin de chez moi, j'étais interne. Et donc, j'avais décidé de faire acte de présence avec les internes qui auraient bien voulu m'accepter et de parler le moins possible. Voilà, c'est ce que je m'étais dit. Il faut que je parle le moins possible, il faut que j'observe, il faut que j'imite. Et c'est littéralement ce que j'ai fait. Rire quand les autres riaient, lever les yeux au ciel quand les autres levaient les yeux au ciel, même si j'avais pas forcément compris. Et on va dire que ça a à peu près marché, et peut-être est-ce que c'était l'internat qui faisait que on avait cette espèce d'intimité, vous savez, quand on se voit justement en pyjama. Moi, les pyjamas, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai été donc à peu près acceptée dans ce lycée, sauf que je suis devenue d'abord amie et ensuite en couple avec une personne de mon âge, un jeune homme qui, je pense, a flairé ma faiblesse en fait, parce que j'avais tellement eu peu d'amis que je pense que la moindre intention qu'on avait envers moi, j'étais emplie de gratitude. Et donc j'ai suivi cette personne et ça a été très très loin. J'ai écrit un roman en fait sur ces années de lycée qui s'appelle donc Chronique d'une emprise. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas fait exprès, parce que quand j'ai écrit ce roman, je ne savais pas que j'étais autiste, mais j'ai montré en fait comment un adolescent fragile peut se laisser manipuler. Donc heureusement, je me suis sortie de cette situation et je suis allée à la fac. Et là, à la fac, c'était difficile parce que j'étais une assez bonne élève en terminale et j'avais choisi une fac d'anglais parce que j'adorais les langues. J'avais hésité entre la littérature, qui est un de mes intérêts spé, et les langues. Et j'ai choisi LLCE, langue, littérature et civilisation étrangère. Au niveau des cours, ça devenait difficile et comme il fallait être en autonomie absolue, moi je me perdais dans les couloirs. Je n'arrivais pas à trouver les bonnes salles de classe. Donc parfois quand j'arrivais en classe, le cours était fini parce que je m'étais perdue. On n'avait pas encore Google Maps à l'époque. Et je garde de cette année de fac un souvenir vraiment de solitude extrême. Je me souviens que parfois, je me disais, mon Dieu, mais c'est la première fois que tu ouvres la bouche aujourd'hui et j'ouvrais la bouche pour manger. C'est-à-dire j'avais vraiment aucun contact social.
J'ai rencontré ensuite mon premier amoureux qui vivait donc en Alsace et je suis allée le rejoindre. Et là a commencé donc une autre vie parce qu'entre-temps, j'avais trouvé le métier que je voulais faire. J'avais rencontré une éducatrice de jeunes enfants et je travaillais en centre aéré. Et à l'époque, j'avais trouvé cette personne tellement en lien avec les enfants, en sachant comment leur parler, que j'ai voulu faire ce métier. Et donc, je me suis inscrite à l'école d'éducateur de jeunes enfants. Donc, ça a duré 3 ans et c'était très, très difficile parce qu'il fallait alterner les périodes de stage et les périodes en cours. Moi, j'avais pas beaucoup de moyens, donc je n'avais qu'un vélo pour me déplacer. Et là, le monde du travail a commencé. Ça peut paraître paradoxal d'avoir choisi le social quand on est autiste, mais moi, très très tôt, le sens de l'éthique et d'être utile aux autres, ça me parlait fortement. J'avais hésité à un moment, parce que j'adorais le théâtre, j'avais hésité entre le théâtre ou le social. Et à l'époque, je me rappelle, je me suis dit non, je vais sauver le monde, je vais faire du social. Voilà, je suis partie un petit peu avec ma cape de sauveuse de monde, je pense un petit peu comme toutes les personnes qui sont dans les écoles de travailleurs sociaux. Et donc j'ai fait mes premiers stages en crèche. Oh, si vous connaissez la crèche, vous savez à quel point c'est bruyant. Et là, c'était terrible parce que je me disais, j'ai envie de travailler avec des enfants et en même temps, le volume sonore de la crèche, c'est pas possible. Je me rappelle le premier soir où je suis sortie de la crèche, je suis rentrée dans un magasin faire une course et je suis ressortie tout de suite parce que j'étais déjà en hyper saturation et je ne pouvais pas. J'ai fait des stages dans plein de lieux différents et du coup, je me suis rendu compte que je souhaitais travailler avec les enfants porteurs de handicap. Et tout le monde me disait non, mais il faut déjà que tu travailles avec des enfants entre guillemets normaux pour après te faire une idée de ce qu'est le handicap. Mais je ne sais pas pourquoi j'étais attirée par le handicap. Bon, aujourd'hui, je sais. Donc j'ai travaillé avec des enfants déficients auditifs, déficients visuels, TSA, déficients intellectuels, enfin voilà. Je travaillais dans tout plein d'endroits et à chaque fois il se passait la même chose, c'est-à-dire que avec le public ça se passait très très bien. C'est-à-dire que vraiment j'aimais être au contact de ces enfants, j'ai vécu des choses formidables avec eux parce que je me sentais, je pense, déjà en connexion. Mais le côté travail d'équipe, communication avec l'équipe et fatigabilité, c'était terrible. Je n'y arrivais pas, je terminais tout le temps mes stages en burn-out et je ne comprenais pas pourquoi. Et ensuite, donc, j'ai rencontré mon mari. On a très vite eu envie d'un enfant tous les deux, donc je suis tombée enceinte ma dernière année à l'école d'éducateur. Donc quand j'ai passé mon grand mémoire, je l'avais fait sur les fratries face au placement. Quand j'ai passé mon mémoire, ma fille a bougé dans mon ventre pour la première fois. Et il fallait que je me concentre parce qu'il fallait que je réponde à la question du jury. Et en même temps, j'étais là, ah mon Dieu, elle a bougé. Voilà, donc c'était pas facile, mais on a réussi. Donc après, on a eu notre petite et là, une nouvelle vie a commencé puisqu'il fallait donc trouver un travail tout en faisant garder son enfant. Enfin, tous les challenges que les jeunes parents connaissent, sauf que c'était difficile parce que donc ma fille, on ne le savait pas encore, mais est aussi autiste. Voilà. Et merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci à Dalila et Rikitea de m'avoir donné la parole. Et je vous embrasse. Salut. Nous allons accueillir TSA, Timéo, notre soutien, leur autisme. Une association créée par Audrey et sa maman extraordinaire, Mamie Nénette. Compte TikTok très sympa et très rigolo. À couper le souffle. Sur Fréquence Autisme, personnellement, on adore. Retrouvons ces nanas extraordinaires. C'est parti les filles. Coucou, tout d'abord merci à Fréquence Autisme pour ce reportage tout simplement. Merci de nous faire participer, c'est vraiment un honneur que de participer sur cette vidéo. Donc je suis Audrey, vice-présidente de l'association TSA, Timéo notre soutien son autisme, que j'ai créée avec ma maman, la grand-mère de Timéo, donc Mamie Nénette, en juin 2022, juste après l'annonce finalement du diagnostic de Timéo.
À partir du moment où on a commencé les démarches du diagnostic, le neuropsy avait commencé à remplir le dossier MDPH avec moi. Il m'avait dit voilà, on n'attend pas, on fait le dossier MDPH et après comme ça vous pouvez transmettre tous les éléments. Donc voilà, mais en tout cas il était sûr qu'il y avait du TSA quoi. Après là il y a la grosse attente entre le mois de juin et le mois de septembre. J'estime que quand même malgré tout la MDPH a été assez rapide malgré tout puisque j'ai fait mon dossier en juin et j'ai eu la notification MDPH le 28 août ou le 25 août, quelque chose comme ça. Il faut savoir que Timéo faisait sa rentrée scolaire aussi en septembre, donc j'avais déjà rencontré le directeur puisque du coup j'avais demandé en fait une place en UEMA. Timéo ne pouvait pas rentrer en UEMA en septembre 2022 puisque il était trop petit, il n'avait pas encore 3 ans. Comme il n'était pas en fait en âge de rentrer en UEMA, l'idée c'était ça, c'était qu'en gros il pouvait faire sa rentrée en UEMA l'année d'après, c'est-à-dire en septembre 2023 pour l'année 2023-2024, ou éventuellement en cours d'année 2022-2023 si une place se libérait. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi quand on me dit s'il y a une place qui se libère, vous aurez une place en UEMA, il sera prioritaire sur la liste d'attente, franchement j'y croyais pas quoi. En fait je me suis dit non mais c'est impossible quoi. Je veux dire c'est impossible, c'est tellement demandé que c'est impossible qu'il y ait une place qui se libère en UEMA en fait. Timéo a été scolarisé en milieu ordinaire, donc avec une AESH à temps plein individuel que je n'ai pas eu tout de suite. Et franchement la scolarisation en milieu ordinaire avec lui ça a été c'est que clairement en fait j'ai arrêté de bosser pour ça, donc je n'ai pas arrêté de travailler, c'est-à-dire que j'ai pas démissionné. Moi je suis en allocation journalière en AJPP en fait, en allocation journalière de présence parentale, et il faisait qu'il était scolarisé à raison de 1h30 par jour, à savoir le lundi, mardi, jeudi, puisque le mercredi il était à la maison, et que le vendredi il faisait de l'éducation, on allait voir un éducateur en libéral. À ce moment-là c'est pareil, je cherchais une orthophoniste, enfin voilà, je cherchais tous les professionnels, mais je trouvais pas pour pouvoir faire des prises en charge, parce que pour moi en fait Timéo restait en milieu ordinaire pendant 1 an. Ça a été dur, vraiment au début en fait, concrètement quand il était scolarisé 1h30 par jour, je faisais clairement je faisais tous les rôles des professionnels, c'est-à-dire que on travaillait à la maison, j'ai mis en place beaucoup de choses, voilà, vraiment j'ai fait en sorte de faire énormément de choses pour qu'il progresse quoi, mon enfant, et en fait ça a payé parce que quand il est rentré en UEMA, elles m'ont dit clairement voilà, votre enfant il a quand même de bonnes bases, du coup pour travailler avec lui, apprendre le PEX et tout ça, ça va aller hyper vite, parce qu'on avait déjà commencé, voilà, il discriminait très bien les pictogrammes, voilà, j'ai quand même fait un gros travail. Donc vu que j'ai fait un gros travail, parce que voilà, du coup j'ai fait beaucoup de formations pour comprendre en fait ce que c'était que l'autisme. Voilà, je me suis vraiment démenée comme un forcené quoi. Vraiment, je me suis démenée, j'ai rien lâché entre le mois de mars et là quoi. Faut savoir que en plus, juste avant le mois de mars, alors bon, c'est peut-être pas important de le savoir, mais en tout cas ça l'est pour moi, parce que quand on a fait le diagnostic de Timéo, je venais juste en fait de perdre quelqu'un de ma famille, et en fait du coup j'ai jamais vraiment fait ce deuil en fait du décès, et en fait c'est à dire que voilà, j'ai dû tout de suite ensuite repartir dans des démarches, donc en fait j'ai jamais eu ce truc d'être triste ou tout ça au début en fait, tellement j'ai tout lâché. Le problème c'est qu'aujourd'hui je paye les pots cassés, parce que aujourd'hui je suis souvent malade, je suis souvent fatiguée, voilà, des fois voilà, j'ai souvent des petits coups de mou, mais comme tout le monde en fait. Mais voilà, j'ai pas eu le temps en fait de me reposer sur mes lauriers comme on dit, et d'attendre que tout se fasse. Parce que je suis allée hyper vite, j'ai tout fait toute seule, j'ai pas arrêté, j'ai pas lâché les professionnels, je les ai appelés, j'ai dit non mais moi je vous le dis, il me faut un rendez-vous rapidement, parce que mon fils il rentre en septembre à l'école et j'ai besoin que son dossier soit pris en charge et tout ça. Donc voilà, donc là j'ai fait une petite aparté, mais en gros c'est ça quoi.
Et après, donc il était en UMA et franchement, je le dis, depuis qu'il est rentré à l'UMA, c'est vraiment une chance de dingue parce qu'il a beaucoup progressé, il a fait beaucoup de progrès. Pour autant, je constate aussi des choses, des troubles, des choses qu'on n'avait pas au moment du diagnostic. À savoir, que des fois, voilà, il essaye de l'automutilation, par exemple, ou l'automutilation redirigée, hein, le fait de frapper, le fait de se cogner la tête contre les murs, de se griffer, des choses comme ça, c'est des choses que nous, on n'avait pas au moment du diagnostic et qu'aujourd'hui, on a. Donc voilà, toutes ces choses-là, ce sont des nouveautés qui sont souvent très dures à gérer parce qu'en fait, le problème qu'on rencontre avec Timéo, c'est que quand on le voit comme ça, en fait, on a l'impression qu'en fait, finalement, au final, j'ai pas tant de problèmes que ça par rapport à son TSA, mais en fait, si, on a beaucoup de soucis, c'est-à-dire que souvent, il va pas manger pendant une semaine, quoi, à part un biberon de lait, hein, je veux dire, voilà. On a très peur sur l'avenir par rapport justement à ses troubles alimentaires. Il a beaucoup d'hypersalivation, comme je le disais, donc il bave énormément hein, à cause de son hypotonie. Aujourd'hui, Timéo, il est suivi par une nutritionniste, une orthophoniste en libéral, plus toute l'équipe pluridisciplinaire en UMA, donc ça c'est vraiment une chance. Et franchement, c'est vraiment une chance et un gain de temps pour les familles et les parents. En plus, bon voilà, on a quand même des cafés par an une fois tous les 2 mois le vendredi matin. Donc franchement, c'est vraiment top. L'équipe est top. En plus, ils viennent faire des visites à domicile. Donc c'est vraiment un moment que j'apprécie parce que on met en place des outils, on met en place des choses. Et s'il y a un truc que je peux dire, c'est que mine de rien, le fait d'être formé ou de vraiment comprendre ce que c'est que le handicap de son enfant, c'est vraiment hyper important. Parce que sans les formations, sans le fait que je me sois autant investie finalement dans le handicap, c'est-à-dire à comprendre ce que c'est, parce que moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime comprendre le pourquoi du comment, le scientifique, tout ça, j'ai toujours été intéressée en fait par ces choses-là. Et j'aime ça. Et comme j'ai soif d'apprendre, du coup, grâce à ça, ça a permis de faire vraiment un réel travail d'équipe avec l'UEMA. Et vraiment, faut savoir que j'ai une caisse de psychomote où je fais des parcours de motricité. Voilà, on a travaillé la motricité. Mais je suis pas la seule hein, dans ce cas-là. Hein, je veux dire, mais en tout cas. Voilà, aujourd'hui on a mis en place beaucoup de choses, même encore à la maison on met en place des choses et c'est vrai que c'est difficile parce que les gens pensent que juste parce que maintenant ils verbalisent en fait que ça va en gros, mais non, on a vraiment de vrais problèmes, notamment des problèmes de constipation, on a beaucoup de troubles du comportement, donc cette hypersalivation. On a voilà et puis en fait on a peur pour l'avenir mine de rien. On a peur pour l'avenir parce que Timéo est également, il a en fait une anomalie génétique ultra rare. Alors quand je dis ultra rare, on pourrait penser que je me la pète et en fait j'ai l'impression qu'il y a que moi dans le monde. Non. En fait, il faut savoir que l'anomalie génétique qu'il a, ils sont 55 quoi à peu près dans le monde à être répertoriés. Il se pourrait que ce soit même le seul en France. Enfin bon voilà. En tout cas, être le seul en France, non, puisque du coup j'ai mené des enquêtes. J'ai même contacté un professeur à l'Institut Pasteur pour comprendre ce que c'est que le SHANK2, puisque Timéo et son anomalie génétique c'est le SHANK2. Il y a rien, il y a aucune information sur ça, si ce n'est des articles en anglais. Timéo aujourd'hui est un petit garçon plein de vie qui est en UMA, donc en unité d'enseignement maternel pour autistes. Timéo, il a été diagnostiqué donc TSA non verbal. Aujourd'hui, c'est un enfant qui communique, qui arrive à effectuer des demandes, même si on est toujours sur des phrases qui restent des fois plaquées. Mais pour autant, il est en capacité de faire des demandes, même si voilà, des fois c'est quand même encore compliqué. Ça arrive souvent qu'il soit qu'il se mette en plein mutisme. On a beaucoup on dit souvent que l'autisme c'est quelque chose qui est cyclique. Et pour Timéo, c'est vraiment le cas. On a beaucoup de hauts et de bas. Aujourd'hui, donc il a 4 ans et demi, donc après 2 ans,
C'est vrai que maintenant on arrive à vraiment s'apercevoir quand est-ce qu'on arrive dans du bas. Bien souvent on a de l'hypersalivation, on a aussi du mutisme, on est vraiment aussi sur des troubles du comportement, parfois des troubles du sommeil aussi qui viennent. Donc voilà, aujourd'hui on arrive quand même à savoir plus ou moins dans quelle phase on peut se trouver avec Timéo. Fréquence Autisme, c'est déjà terminé. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et partage. Ceci est vraiment nécessaire pour nous soutenir un grand max. Par avance, merci pour ton soutien. On peut aussi nous retrouver sur d'autres réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, la page Facebook et X. Tu verras, c'est très sympa. Force et courage à toi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.